Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Jordan, bonjour, bonne et heureuse année à toi. Salut Seb, merci beaucoup. Meilleurs vœux à toi aussi, bonne et heureuse année. J'espère que t'as bien fêté. Ouais, écoute, c'était cool, tranquille. Ouais. Et toi? Bah écoute, fatigant, on était nombreux, fatigant, plein d'enfants. Mais on a bien mangé, on a bien rigolé, on a bien profité des uns des autres. Donc c'était chouette. De très bons moments, très bonnes vacances de Noël, on va dire. Bah écoute, impeccable. Par contre, je remarque un truc, c'est que t'as un teint vraiment très éclatant. Ton calendrier, vraiment, Rituals a fait des merveilles. Merci. Oui. C'est vrai que mes calendriers, parce que j'en ai deux. Ouais, c'est vrai, t'en as deux, Il exact. y en a exact. un pour moi, il y en avait un pour moi et un pour ma femme. Et t'as tout pris Effectivement. pour toi? Non, il y avait des produits qui étaient pas mal féminins et j'aimais pas l'odeur. Sinon, je prends aussi les produits féminins. Mais non, c'est vrai que oui, ça marche très très bien. La petite crème Sakura là qui passe super bien ou l'huile pour le bain aussi, elle te fait une odeur de peau incroyable. Et t'as pas vu, petit spoil, j'ai fait plaisir à ma belle-sœur qui s'est acheté un kit exprès d'ongles, qui adore faire ses ongles. Elle s'est acheté un kit exprès avec plein de trucs de Noël. Je l'ai accompagnée, j'avais des jolis sapins sur la main droite pour Noël. Voilà. Eh ben écoute, si tu retrouves une photo, je la veux bien. Non, on a mis tous les téléphones dans une boîte. Ouais, pas de preuve, quoi. Exactement. T'as raison. Mm. Aujourd'hui, on va parler un peu sport de combat et kettlebell, comment un petit peu coupler ou voire cumuler les deux, comment bien les associer. Exactement. Qu'est-ce que vraiment le kettlebell peut apporter à un pratiquant de sport de combat, selon toi? Alors, ce qui est intéressant dans ce type de pratique, en fait, c'est que quand tu vas prendre un combattant, alors, je ne connais pas excessivement le milieu du combat, toute forme de combat, hein. Je suis un pacifiste en règle générale. Ils sont toujours, ou pratiquement toujours en zone rouge. Ok? Je te donne un exemple, hein. Le boxeur, il va se mettre dans le rouge au niveau cardio, même en entraînement, parce que il va faire de la corde, il va courir, il va taper des trucs bien cardio avant ou après un sparring ou même pendant, tu vois, des fois ça dépend des types d'entraînement. Et donc c'est vrai qu'ils sont relativement souvent dans le rouge, à toujours travailler leur puissance, leur force, etc. Et ce qui va être avantageux avec le kettlebell en l'occurrence, hein, parce que c'est le but de cette série de podcasts, c'est que tu vas pouvoir moduler cet entraînement. Parce que je considère un peu que c'est comme du HIIT, High Intensity Interval Training, ok? Il est conseillé d'en faire 1 à 2 fois dans la semaine. Ouais, parce Pas qu'il plus. faut un petit peu de récupération, 48 heures, c'est ça, derrière? Exactement, 48 ou des fois tu peux monter à 72 quand tu fais une bonne Oh, grosse ça y séance. est. Ça y est, il nous l'a 72. sorti. Ah, il est là sorti. J'ai pas mis longtemps, hein. Ouais, exact. Cette fois-ci, c'est venu direct. Ouais. Mais c'est normal. Je tiens à le préciser, j'ai reçu mon permis C. Oh, félicitations. Encore 5 ans et je suis résident. Félicitations. S'ils acceptent. C'est pas dit encore. Donc voilà, non, tout ça pour dire que voilà, effectivement, un HIIT, haute intensité. Donc pour le rappeler, c'est un entraînement qui va être extrêmement intensif. Sur une échelle d'intensité, sur un RPE, on va être la plupart du temps à 8,5, voire maximum 9,5. Ok? Tu peux effleurer le 10, mais enfin voilà, c'est rare, hein. Mais pour dire, t'es à très haute intensité. Ok? Donc, niveau articulation, ça prend une sacrée caisse. Ok? Niveau récupération, ça demande beaucoup aussi parce que tu fais un super effort pour le corps. Et le système nerveux, il a besoin de récupérer. C'est pour ça qu'il est conseillé de mettre 48 à 72 heures de récup entre les deux. Ok? Et c'est généralement un effort qui va être sur un laps de temps minimal, court, ouais. Tu vois. Donc, tu peux faire une séance, te mettre, entre guillemets, je vais vulgariser la chose, une caisse en 20 minutes. En 20 minutes, tu as fait ta séance.
Et voilà, tu vois, t'as tout fait. Donc, pour en revenir au sport de combat, on va être vraiment sur quelque chose qui va être extrêmement intensif. Il faut, alors toi qui pratiques un peu, déjà plus que moi, en Muay Thai, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ok. Donc, quand tu te fais un round de sparring, niveau cardio, tu te prends une caisse. Ah ouais, bah on morfle bien. Puis en plus, généralement, t'as une trentaine de secondes, puis tu enchaînes avec un autre copain, tu vois. On est d'accord. Ah, c'est Copain. Ouais. Voilà. Puis le mec, Ah, il les t'en petits met plein la copains. tronche, mais c'est un copain. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Donc, ça demande beaucoup de caisses au niveau du cardio. On est d'accord. Ouais, bah il y en a, on le voit tout de suite. Hein, ce sont ceux qui se font bouffer au bout d'une minute 30, les gars qui ont pas de cardio, Ok. généralement. Donc, le mec qui est hyper entraîné là-dedans, je vais pas parler des pros, hein, mais le mec qui est un bon amateur, qui fait ça pour le plaisir, mais qui s'entraîne 3 à 4 fois en sport de combat, au niveau de sa récup, le mec, c'est Ouais, corsé, c'est sûr, tu il vois. faut savoir gérer. Ouais. Et forcément, son système sympathique, il est pas assez entraîné à récupérer suffisamment. Le mec, il s'entraîne 4 fois dans la semaine, ça veut dire qu'il a une séance tous les 2 jours, quasiment. Ouais, et puis après, peut-être que encore en dehors, le gars peut-être faire encore autre chose, tu vois. Voilà, donc Parce que... il va faire du travail de fond, donc technique ou quoi, c'est là-bas, sur le ring, au club. Mais le reste, eh ben, il le fait entre deux, tu vois, donc dehors ou chez lui ou à la salle. Donc, il récupère quand, tu vois? Psychologiquement, enfin, nerveusement, le mec, il est constamment à plat. Donc, Ouais, c'est c'est ça. contre-productif parce que, le système nerveux, il récupère pas. Donc, t'accumules de la fatigue parce que tu récupères mal. Tu dors mal, forcément. Ton système immunitaire, il est à plat parce que tu récupères pas. Donc, en plus de ça, système immunitaire, en plein mois de octobre, novembre, décembre, c'est une période où tout le monde tombe malade. En plus, c'est la fin d'année. C'est fatigant. On a le stress du travail parce que certains ont des bouclements de fin d'année, tout ça. Les cadeaux de Noël, les machins. Enfin, on l'a vécu le mois dernier, hein, tu vois. Donc, toutes ces choses-là, ça va rentrer en compte dans le système nerveux. Et le mec, il va être à plat, il va être contre-productif. Ouais, puis t'as des risques de blessures aussi qui sont plus grands, tu vois. En plus, hier soir, j'étais à l'entraînement. Bah écoute, on a eu 4, 5, un petit peu style bobologie, tu vois, mais des articulations, des trucs comme ça, tu vois, des petits cocards au niveau des yeux. Ça, moi, je l'ai Mais vécu. ouais, hier, ça a mangé sec, quoi. J'ai vécu il y a 2 mois et demi. Je l'ai vécu. J'étais sur un super élan d'entraînement. Je suis pas peu fier pour mes 63 kilos. J'ai passé 2 reps à 100 kilos au coucher. Je suis capable de faire, on va dire, 3 séries de squat, de back squat à 100 kilos, une rep. Et je peux faire 2 séries où je fais 2 reps à 100 kilos au squat. Et au deadlift, je suis à 170. Après, t'as pas beaucoup à descendre, toi, du coup. C'est ça qui est bien. Et j'ai beaucoup à monter. Non, mais bien sûr, mais je fais 63 kilos. Non, bien sûr, donc, non, c'est quand même non, assez c'est vrai qu'on intéressant. banalise toujours un petit peu les performances en disant, ouais, aujourd'hui, ça reste c'est intéressant. Et ouais, en on va fait, dire aujourd'hui 100 kilos, pour certains, c'est quasiment plus rien. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit des barres de ouf. Mais après, il faut pas oublier que, voilà, toi, t'en es fier et puis voilà, t'as mis du temps à en arriver là, je pense aussi. c'est simple, hein, ça fait 15 ans que je suis préparateur, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu fitness et un peu moins dans la préparation, dans le coaching, mais en tout cas, je l'ai jamais fait. Sur le bench et le squat. Le deadlift, j'ai toujours été fort, c'est pas un problème, tout le monde est capable de passer la barre de 100, mais j'ai jamais le squat, c'était mon point faible, j'ai jamais passé les 90, les 90 kilos. De ce que je me souvienne, j'ai dû faire une fois il y a 6-7 ans en arrière, mais c'était à la Smith Machine, une rep à 100 au bench, tu vois, mais j'étais assisté, donc il y a rien de concret. Ouais, tu vois. c'est sûr. J'ai Non, mais jamais après, été tu sais quoi, je te trop- dis ça, mais c'est des barres que moi, j'ai même pas fait. Tu vois, une barre à 100 kilos, j'ai jamais testé, j'en ai Oui, jamais mais fait. parce que j'ai jamais Ouais. été aussi assez rigoureux dedans. Là, je me suis mis en objectif, voilà, j'ai envie de faire ça, je travaille comme ça pour faire ça, et je m'y suis tenu pendant quelques mois, 5-6 mois, et j'ai réussi à le faire, super fier, tu vois. Mais j'ai fait ça dans une super mauvaise semaine. Mon fils a été malade pendant une semaine. Je l'ai gardé à la maison, donc un enfant qui est malade, les nuits, c'est compliqué quand il tousse, il a le nez pris, il peut pas respirer, enfin voilà. Donc les nuits sont chaotiques et pour nous et pour lui, tu vois. En plus de ça, je l'ai gardé la journée à la maison et tout, c'était voilà.
Dès que je pouvais, j'allais m'entraîner, mais j'avais énormément de fatigue. Et quand j'ai passé ma barre à 100 kilos au bench, juste après, j'avais envie, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée en tête de faire du military press, donc développé militaire, mais strict à la barre. J'ai monté 47 kilos, je l'ai passé, mais j'ai senti une espèce de douleur au niveau cervical gauche jusqu'au pec gauche, une gêne, une douleur juste quand j'ai redescendu la barre. J'ai attendu une semaine et je pouvais plus me poser sur le côté gauche sur le canapé, je pouvais plus m'appuyer sur mon bras, je pouvais plus lever le bras gauche en l'air, c'était horrible. Et ma femme, elle me dit, va chez l'ostéo, machin. Je fais, écoute, ça va passer, tu vois, c'est peut-être un nœud. Bah, arrivé là, en fait, alors je ne sais pas le début, du pourquoi, du comment, mais j'ai été chez l'ostéo, ça a duré 1h30, il m'a fait craquer dans tous les sens. Je le connais bien, c'est quelqu'un chez qui j'amène, moi, mes athlètes. Et moi, je vais régulièrement maintenant. Très, très bonne ostéo sur Lausanne. Donc, on se connaît un peu. Je lui dis, écoute, j'espère ton cabinet, tu l'as insonorisé, hein, parce que là, tu bosses plus de la journée, je te fais partir tout le monde. Hein. J'ai hurlé comme si on me coupait un membre. Mais alors, j'ai craqué dans tous les sens. Et arrivé là, je me suis déplacé 2 côtes. Je me suis coincé un nerf cervical. Et j'ai pas déplacé, mais je sais pas, bougé. Ma clavicule n'était pas forcément à sa place. En gros, c'était pas énorme, mais voilà. Et en fait, c'était un travail, un crescendo. Ça a commencé des cervicales et ça a descendu. Et j'ai fait un peu plus d'une semaine et demie, voire 2, comme ça, en fait. Donc, on en revient à ce que tu disais, les blessures sous l'effet de la fatigue ou quoi, c'est exactement ce que j'ai expérimenté il y a 2 mois en arrière. Et aujourd'hui, je le paye parce qu'en fait, je ralentis tout au final. Mes entraînements, j'ai mis du temps à reprendre. J'ai pas totalement repris. Et là, ma barre à 100, je touche plus une barre à 100. Je me limite à 70 kilos, 70 kilos. Surtout mes principaux exercices. Et encore, je m'échauffe énormément avant. Parce que voilà, j'ai voulu aller trop vite. J'ai surestimé mon système nerveux. Pourtant, je m'entraîne régulièrement. Mais parce qu'il y a la fatigue, il y a les à côté de la vie de tous les jours. Et forcément, l'entraînement, ça suit pas. Donc, il y a un peu de tout. Moi, je dis toujours, je pense qu'il faut savoir reconnaître ou du moins différencier entre savoir écouter son corps qui demande du repos et avoir la flemme. Parce que tu vois, les deux sont assez similaires en termes de sensations. J'ai pas envie, mais j'ai pas envie pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis trop fatigué, parce que ces derniers temps, j'ai vraiment forcé un peu, j'ai envoyé lourd, ou est-ce que vraiment j'ai la flemme? Et si tu t'écoutes pas, quand t'as la flemme, faut pas s'écouter, hein, faut y aller. Mais quand tu t'écoutes pas, du moins, quand t'es vraiment crevé, voire même en surentraînement, hein, pour certains, c'est là où, ouais, justement, les blessures peuvent arriver. Et c'est là où, t'es content, tu vois, comme tu dis, t'as passé des barres, t'as passé certains seuils, dans ta discipline. Et puis, derrière, tu régresses, quoi. Et ça, c'est frustrant. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, je l'entends, c'est frustrant. Mais c'est là aussi où même quand t'as des toutes petites blessures, où c'est là où il faut se dire, faut pas trop attendre pour consulter parce que, là, on va dire, si tu vas consulter dans l'immédiat, t'as peut-être, une dizaine de jours de repos à prendre, entre guillemets, ou un petit peu d'entraînement léger. Mais si la blessure vraiment arrive, là, c'est des 3-4 mois, pour certaines pathologies où, où là, tu dois t'arrêter, quoi. Donc, vaut mieux toujours aller voir. En plus, en France, on a cette chance d'avoir la sécurité sociale qui rembourse tout. Mais bon, voilà, autant profiter entre guillemets des chances qu'on a. Oui. Et puis voilà, se soigner, surtout quand on est vraiment sportif. Alors pas de haut niveau, mais comme tu dis, quand on est un bon amateur. Entraîner, voilà. Voilà, ne pas hésiter à aller de temps en temps se faire ajuster chez un ostéo. Faire une petite séance de kiné par-ci par-là pour voir si tout est OK. Faut aller voir Valentin. Ouais, exact, bien sûr. Ouais, si vous êtes dans le coin du Nice, Monaco, allez voir Valentin. Il va du côté de Strasbourg de temps en temps voir certains copains aussi. Ouais, mais bon, voilà, quand tu vas voir les copains, c'est pas pour bosser. Hein. Oh, ça dépend. Ouais, pas faux. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, oui, rester constamment dans le rouge, en fait, il n'y a rien de bénéfique. C'est juste que j'estime que c'est pour satisfaire son ego. Genre, je suis éclaté, j'ai les bras lourds, j'ai les jambes lourdes, je suis épuisé, je transpire de partout, j'ai mouillé le maillot. J'ai fait une bonne séance. Pas spécialement, en fait. Une bonne séance,
Ça peut être aussi une très très bonne séance de renforcement où tu vas être sur un RPE de maximum 7, entre 4 et 7. Pourquoi? Alors RPE, c'est son échelle d'intensité pour certains, voilà. Parce qu'en fait, c'est une séance qui va t'aider à récupérer tout en construisant aussi travailler toutes tes fibres et tes cellules, je vais parler de termes de gros mots. Tu vas entraîner tes mitochondries, tes lactates à une meilleure récupération. Donc, pour rappel, un peu biologie, je suis pas trop calé, j'ai pas ouvert mes bouquins, hein. C'est des choses concrètes, mais il faudrait que j'y réouvre. C'est tout ce qui va se passer, en fait. Ce sont des petites cellules qui composent le muscle, en fait, la fibre musculaire. Les mitochondries, les lactates, la mitochondrie, c'est ce qu'on va chercher à entraîner pour faire une prise de masse. Voilà, par exemple. Les lactates, c'est une protéine qui compose le muscle aussi. Les gens qui sont bien calés, plus que moi, pourront vous en parler, hein, notamment Valentin qui s'amuse à faire de jolis dessins des fois. Exact, ouais, des bons petits schémas. Et des beaux schémas qui servent à rien, ça me dit. C'est vrai. Mais ils sont intéressants pour ceux qui s'y intéressent vraiment, voilà. Après, voilà, hein, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est comme tout. Mais voilà, une bonne séance d'entraînement où tu vas justement t'entraîner tranquille, sans forcément je suis rincé, j'ai plus de bras, j'ai pas transpiré, j'ai pas bien bossé. En fait, faux, quoi. Je suis pas d'accord. C'est pas parce que t'as des courbatures, t'as des douleurs, t'es épuisé que c'est un bon signal de ouais, j'ai fait une séance de dingue. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas parce que tu vas te mettre à cuisiner 6 heures que ton plat, ça va être le meilleur du monde. Non, c'est clair, mais beaucoup, voilà, se disent, vu que je fais une grosse séance, j'ai beaucoup transpiré, c'est bénéfique. Alors qu'en vrai, fais juste une séance de mobilité, elle peut tout aussi être bénéfique qu'un gros entraînement. Comme tu dis, ça te permet de récupérer, travailler la mobilité, c'est important aussi. Mobilité de hanche, mobilité d'épaule, voilà, pour tous tes exercices du quotidien ou même de tes séances de muscu, hein. Mais c'est vrai que, voilà, les gens, il faut que ce soit, il faut qu'il y ait de la perf pour que ce soit une bonne séance. Alors qu'en vrai, il y a tellement de choses qui gravitent autour, bien sûr, qui te permettent d'atteindre justement des bonnes perfs, mais que personne n'entraîne et voit ça comme de la perte de temps. Regarde un exemple. Tu te souviens la story Insta que j'ai mis au mois de décembre, là, en début décembre, le petit monsieur avec le kettlebell que je mets tous les ans. Ouais, bien sûr, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Là, ouais, voilà. Tu crois que le mec il cherche la perf ou il cherche simplement le plaisir? Pour lui, ouais, c'est le plaisir. Après, c'est comme il y a écrit en haut de cette story et le pourquoi. Qui est vraiment vrai, voilà. Quand tu as trouvé ton véritable pourquoi, on est d'accord. C'est ça. Et j'en ai parlé justement dans un podcast qui sortira aussi ce mois-ci. Il faut vraiment trouver son pourquoi. Pourquoi tu fais du sport? Est-ce que c'est pour le regard des autres? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour la bonne santé? Est-ce que c'est pour un objectif particulier dans ta vie future ou dans un sport que tu aimerais démarrer ou autre, quoi. Mais ouais, non, lui, c'était vraiment pur plaisir. C'est une question qui est facile à poser, mais qui est pas évidente à trouver. Et même après quelques années, il change, il évolue. C'est pour être ci, ça, machin, avoir ci. Et au final, tu te rends compte que c'est du superficiel et que la seule chose que tu vas chercher à combler et à faire plaisir et à satisfaire, c'est ton ego. Beaucoup, hein. Beaucoup. Même là, tu vois, hier, je discutais à la boxe avec un gars et puis il me dit, ouais, il me dit, tu combats et tout, toi? Alors, je l'écoute, je dis non, moi, j'ai aucun objectif de compétition, c'est vraiment, juste du loisir, tu vois, histoire de me défouler un peu avec les copains, de faire du sport, d'apprendre aussi, à se battre au cas où. Parce que, oui, bien sûr. Avec les temps qui courent, voilà. Même si excuse-moi, je rebondis, c'est ça qui est drôle. Le jour où tu as une embrouille dans la rue pour X ou pour Y, vas-y. Attends, bouge pas, je me mets en garde. Tu te mets en position Muay Thai, tout ça? Non, je crois que c'est combat de rue, point barre. Tu prends une bouteille, tu l'éclates sur la tête, tu rentres dans la poubelle, tu éclates la tête au mur. Tu vas pas chercher à faire ta garde, ta machin, on est d'accord. Je comprends pas le concept. C'est ça qui me... on va dire que c'est pas juste savoir se battre, mais tu vois, en vrai, déjà, tu vas essayer d'esquiver tout ça, tout ce qui est combat, etc. Et après, voilà, comme tu dis, c'est réflexe, c'est vraiment d'esquiver, machin. Le but, c'est pas de lui planter une bouteille dans l'œil et puis après de finir en prison pour 40 ans, tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est vraiment d'esquiver le problème et dire, bon, écoute,
généralement, tu vois, les combattants ils disent on se sait, on n'a pas besoin de prouver. Oui, non, Tu mais vois ce bien que je veux sûr. dire, Et c'est ça. c'est loin de là être une critique. Hein. Je veux Non, pas non, mettre non, les non, ah combattants non, non, bien à dos. sûr. J'adore ça. J'adore travailler avec eux, discuter ou quoi. C'est pas Non, le non, problème. je prends pas Mais mal la non, réflexion, non, je t'inquiète. sais. De Mais toute je veux façon, dire, tu me voilà, fais pas peur, t'es trop loin. Donc voilà. et en plus, tu sais que je te ferai un gros câlin si on est proche. Oui. Non, non, mais après, voilà, Gros câlin, par contre, tu vas mettre un long bip sur cette phrase-là. Bip. Voilà. Non, mais le but, c'est vraiment, voilà, de se défouler. Moi, je discutais ça, le jeune, il a 20 ans, tu vois, il me dit, ouais, moi, j'ai besoin de combattre, machin. Je dis, oui, parce que t'as peut-être encore un ego à satisfaire, tu vois. Je dis, moi, C'est j'ai un passé jeune. l'âge. Ouais, voilà, c'est un petit jeune, tu vois. Il a besoin peut-être de se prouver les choses. Oui, c'est ça. Moi, j'ai passé l'âge, tu vois, je m'en fous en vrai d'être là. Et puis, pour moi, je lui ai dit, tu vois, j'ai combattant, il faut la hargne, tu vois. Faut que quand tu rentres sur le ring, tu t'as envie de casser l'autre en deux. Parce que lui, il est là pour te casser en deux, tu vois. Donc, Et après, c'est tu fais pas, un gros câlin pour dire merci, bravo. ouais, c'est ça, merci, c'était Ouais. cool, tu vois. Tu Mais, m'as pété l'arcade, une dent, le nez. Ouais, bravo, merci, c'était génial. mais On va ouais, tu boire vois, un verre. moi, j'ai pas le truc, d'avoir envie de casser un mec, tu vois. J'y vais, ça fait plaisir au club, on est potes, on y va à la touche, tu vois. Bon, de temps en temps, ça rentre dans le nez, ça rentre ça rentre dans le foie, tu vois, mais c'est bon enfant. Mais après, ouais, non, le combat, pour l'instant, du moins, c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas. Non, mais bien sûr, et je peux comprendre. Mais il y en a quand même beaucoup qui s'amusent, qui combattent, mais juste pour s'entraîner, du sparring, sans pour autant monter sur le ring vraiment, combattre et tout ça. Ouais, Il y en c'est a ça, quand parce même que pas franchement, mal, hein. c'est un sport quand même, on va dire, ultra complet, que ce soit sur le travail de tes réflexes, tu vois, que ce soit sur ton cardio, que ce soit même sur ta forme physique, musculaire. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est assez complet comme sport, tu vois. Donc après, monter sur le ring, c'est encore autre chose. Soit il faut avoir vraiment la fibre de compétition, vraiment toujours vouloir être premier, ou alors aimer la gagne, tu vois. Et moi, en tout cas, c'est pas Oui, c'est non, pas mais mon truc, quoi. et c'est très bien, il n'y a pas de souci, ouais, clairement. Mais bon, voilà, quoi, tout ça pour dire que oui, l'entraînement kettlebell avec les combattants est intéressant parce que ça les force, entre guillemets. Bon, ils le comprennent aussi quand tu leur expliques avec les bons mots et tu leur fais voir, tu leur fais comprendre par A plus B que ça plus ça va t'amener à ça. Effectivement, c'est plus intéressant pour eux. Ça leur permet de mettre une récupération tout en continuant de s'entraîner. Et c'est pas parce qu'ils sont pas dans le rouge qu'ils ont pas bossé. Ils ont bossé sur leur système nerveux, tu vois, qui permet de garder une constance d'entraînement sans pour autant être en zone rouge, tu vois. Et exactement, c'est ça qui est bon. Ça permet de garder une plus-value après lors du jour J, tu vois. Exact. Mais est-ce qu'il y a vraiment des mouvements spécifiques que tu vas privilégier pour les combattants? C'est une zone encore que je suis en train d'explorer dans le sens où je me documente beaucoup parce que ça reste encore un domaine qui est assez nouveau, récent pour moi. Ça fait quoi, peut-être ça va peut-être faire 1 an, 9 mois, 1 an que je côtoie plus de combattants qu'avant, en fait. Donc c'est un domaine que j'explore encore dans le sens où je fais pas tiens vas-y fais ça, non. Je regarde un peu, j'analyse quand même pas mal de choses. Par A plus B aussi, j'ai appris un peu entre guillemets à scanner les besoins et par rapport au sport dit de sélection, tu vois. Et puis les points faibles et les points forts. Voilà comment lui l'athlète se sent. Moi je prends un exemple. J'en parle assez régulièrement. Je l'ai vu encore lundi dernier. Mon petit jeune boxeur là, lui, son point faible, c'est la perte de puissance sur ses crochets. Ok. Pourtant, un cross, c'est un mouvement qui est pas forcément ample, donc qui peut être assez explosif. Faut rentrer dans la garde de l'autre, donc c'est au corps à corps. Donc t'as pas énormément de mouvements à faire, à part une rotation. Ouais, mais je trouve que c'est un mouvement qui est quand même vachement compliqué pour moi. Ouais. Pour moi, le crochet est vachement technique et oui, réussir à
à vraiment déployer sa force sur un crochet, Voilà. ça travaille vraiment, ça demande vraiment du travail. Bah, en fait, le crochet, bah, comme tout mouvement en tant que combattant, les hanches sont extrêmement, donc hanches fessiers, rotation, sont extrêmement utilisées. Aller plus loin, hanches fessiers, abdominaux, enfin voilà, une rotation et non une torsion. Donc tu mobilises pas mal la colonne, toutes ces choses-là. Ok. Donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant pour lui, ça va être travailler sur le mouvement du clean au kettlebell dans un premier temps. Ok. Donc le clean au kettlebell, on va le positionner en position rack. Donc les avant-bras vont être vraiment alignés aux épaules. Ok. Le long des côtes, les avant-bras bien verticaux, les coudes dans le sol. Ok. Et les kettlebells sont donc maintenus à l'extérieur des poignets, donc de chaque côté. Ok. Pour rappel. Je sais pas si c'est un peu. On peut au pire, vous irez voir tout simplement, voilà, le mouvement du clean, vous le tapez sur Google et vous verrez la meilleure image. Ouais. Et double clean du moins. Et en fait, ce qui va être intéressant là-dessus, c'est de le faire travailler au kettlebell. Donc de 1, sa position clean, ok, parce qu'il va avoir un bon engagement dorsal pour éviter de compenser avec les épaules, ok. Et de là, je vais ramener un petit truc en plus, une petite option. Je vais simplement lui demander. Donc, on va pas prendre extrêmement lourd au début, même pas prendre 48 kilos, voilà. On peut, tout dépend des personnes, mais bon, enfin moi, en général, j'aime pas trop dépasser les 20 kilos, oui, je suis pas, voilà. Un dans chaque main, donc ça pèse déjà, hein, quand t'es à 20, ouais, bien sûr, tout de suite 40. Ça commence à parler, ouais. Ça commence déjà à faire une certaine chose. En plus, c'est proche de la cage thoracique, donc au niveau respiration, c'est pas optimal, donc tu vas respirer par les abdominaux, ok, parce que tu vas te comprimer là, te comprimer au niveau donc du torse. Et je vais lui demander légèrement de décaler ses coudes, donc d'ouvrir un peu, d'avancer ses bras pour créer un espèce de bras de levier. En gros, je vais lui dire de tendre son biceps, en gros, pour avoir un angle de 90 degrés entre son coude et son épaule. Donc là, ça va surcharger les épaules, à fond les abdominaux, et je vais lui demander simplement de marcher, de faire 25, 30 mètres, à marcher en cette position. Donc ça va surcharger ses épaules, donc ça va l'aider pour maintenir sa garde haute, d'une part, c'est un travail en plus, ouais, bien parce sûr. que quand t'es en position garde en plus, Dieu seul sait que les épaules elles prennent un coup, ouais, et que au bout d'un moment t'as les bras qui lâchent avant la garde justement parce que exactement. commence à avoir des douleurs aux épaules. Donc c'est un petit truc qui est assez intéressant, tu vois, travailler sur cette position là, ok. Voilà, c'est très bien la visualisation, une image de garde, voilà. Sauf que t'es un peu plus haut, ok. Et t'as les poignets qui sont au-dessus du crâne, en gros. Donc t'as une grosse tension sur les épaules qui se font. Les poids vont t'amener vers l'avant, donc si tu serres pas les abdos, tu piques du nez, ok. Et en plus tu marches. Ouais, puis 20 donc, kilos de chaque côté finalement quand ils réfléchissent. 20... Ouais, non mais ça fait quand même pas mal. Ouais, pour ceux qui arrivent jusqu'à 20, ouais, ça commence à bien parler, quoi. Voilà. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin de 20. Tu peux faire ça à 16, c'est très bien aussi, tu vois. Mais ça met pas mal de stress. Tu as le stress des abdos, tu as le stress de l'équilibre, tu as le stress sur les épaules qui est à fond. Donc, le système nerveux, là-haut, c'est le premier de l'an, du mois de janvier. C'est feu d'artifice, là-haut. Le système nerveux, il pète dans tous les sens. Ouais, donc, ça, tu vois, c'est intéressant. Et par contre, ce que tu peux faire aussi, encore assez intéressant, avec kettlebell ou même avec une barre olympique, c'est soit tu gardes avec kettlebell cette position, donc ce que j'appelle de bouclier, shield, de rack shield, ok, et puis tu t'amuses à mettre en position fente, une position fente, donc là tu vas décharger, et tu vas mettre une rotation, tac, une rotation du buste qui va faire travailler encore ton équilibre, et encore un peu mieux, tes abdominaux, obliques internes, externes, le transverse, toutes ces choses-là, la partie avant des abdominaux, ok, et profonde. Donc, ça reste intéressant. Et encore plus intéressant avec une barre olympique que tu mets en position Zercher squat, donc dans le pli du coude, ok. Tu te maintiens là et boum, tu mets une rotation. Et là, c'est encore pire. T'as encore plus de travail qui va se faire parce que la barre olympique, elle est longue. Donc, le poids va se
va se déplacer sur une grosse surface, un long diamètre. Donc, ça reste très intéressant au niveau du déséquilibrage. Et c'est là que c'est intéressant après pour le transfert au niveau du crochet. Bam, t'es plus ancré et t'as une meilleure rotation, donc plus explosif. Tu vois ce que je veux dire ? Une fois que tu travailles avec du poids, une fois qu'il n'y en a plus, que tu travailles avec juste ton poids de corde, simplement, logiquement, tu devrais gagner en force. Voilà. Donc, c'est des mouvements, je vais pas dire qui sont simplistes, mais c'est des choses que je peux entraîner de manière spécifique, typiquement à mon boxeur. Tu vois, c'est des choses que je lui ai fait faire. Et déjà, il a une meilleure stabilité au niveau de son crochet au moment de l'impact, parce qu'il est plus ancré dans le sol, tu vois, par exemple. Ce genre de choses-là. Ou quand il se prend un crochet aussi, par exemple. Le crochet, ça peut vite te faire vaciller à droite ou à gauche parce que tu restes proche du corps. Donc, bam, tu rentres dans la garde, tu vacilles. Donc, il peut avoir une meilleure stabilité, ce genre de choses. Et forcément, je vais faire un gros travail de tout ce qui est fessier, chaîne postérieure. Donc, des exercices qui vont être assez implicites au niveau fessier, par exemple, du hip thrust, où je vais le maintenir en statique, en position haute, ok, pour avoir une grosse contraction des fessiers. Et justement, moi, je vais mettre du poids, pas le lester avec des disques, une barre ou un sandbag ou quoi, mais moi, je vais appuyer sur ses hanches, justement pour le faire résister et pousser vers le haut. Donc là, c'est intéressant pour tout type de combattant, je pense, et encore plus pour les combattants de MMA. Parce qu'on va mettre une surcharge au niveau du psoas, au niveau des fessiers. Après, il faut bien les tirer quand même, hein, parce qu'on va le travailler que en extension. Mais si tu es en position hip thrust, ou alors donc le pont, ok, donc au sol, les pieds proches des fessiers, tu lèves les fesses, tu es positionné sur le dos, la position du pont classique, hein, et que moi, je suis en train d'appuyer sur tes hanches quand tu es en position haute, et que je dis de pousser mes mains, et moi que je mets une résistance pour les descendre, ça met un gros contraste de charge. Et pourquoi ça reste intéressant ? En MMA, par exemple, le mec, il est au sol, il va se manger une clé ou je ne sais quoi. Le mec, s'il n'a pas de puissance dans les hanches, il se dégage pas. S'il se dégage pas, le combat, il est fini. Tout simplement. Ouais, ça te permet de travailler vraiment tout ce qui est ischio-jambier, fessier, pour pouvoir essayer d'expulser le gars qui est sur toi, quoi. Exactement. Être assez explosif et puis avoir une bonne force et une bonne résistance aussi. C'est voilà pourquoi j'aime bien utiliser le kettlebell, parce qu'on va pas travailler sur du long terme dans la séance, hein, je parle. Je passe pas en espace de temps en mensuel ou quoi. Mais sur ta séance, on va faire un gros travail de 20-30 minutes. Et durant 20-30 minutes, on va faire que ça. Le reste de la séance, on va chercher à échauffer le système nerveux, échauffer les articulations pour préparer tout ça. Et on va faire ça 1 à 2 fois dans la semaine. Et le reste du temps, justement, on va travailler sur des exercices de mobilité pour mobiliser la colonne vertébrale qui reste quand même un système névralgique au niveau du corps, hein. Elle va chercher à stabiliser, elle va chercher à développer la force de manière homogène dans tout le corps, à te tenir droit et voilà, elle a des axes de rotation, d'inclinaison, d'extension qui sont intéressants. Donc on va travailler tout ça, des enroulements de colonne vertébrale partant du sol ou surélevé, du style un Jefferson curl par exemple. Un mouvement qui est très très bien aussi, qu'on peut faire à bras tendus ou alors en position gercer aussi, qui met un peu plus d'inclinaison, d'enroulement, des mouvements qu'on peut faire de rotation simple, hein, avec un ballon, là, les fameux wall balls qu'on utilise pas que, mais beaucoup en aérox aujourd'hui. Voilà. Tu le prends, tu comprimes sur toi, donc t'as le système respiratoire qui va être comprimé parce que le ballon il est sur le torse. Ok, donc tu ne peux respirer qu'avec les abdominaux et tu fais de simples mouvements de rotation de colonne vertébrale dans un sens, dans l'autre, tranquillement. Tu explores, tu cherches à mobiliser et ce genre de choses-là, c'est des choses qu'on fait beaucoup, que je fais beaucoup moi. Et voilà. Et je peux aussi coupler un peu un système assez lambda, classique,
qu'un combattant fait, même lui à la salle de boxe ou quoi, juste de la corde à sauter, basique, et puis le coupler avec du shadowboxing par exemple, pour essayer de moduler un peu sa manière de s'entraîner et dire voilà, on va faire en échauffement tranquille, on va monter un petit peu avec un petit Tabata, tu vas me faire 20 secondes de corde à sauter à fond, voilà, et puis pendant 10 secondes, tu vas faire du shadowboxing en uppercut par exemple, et tu me fais ça sur 8 minutes. Ça peut être quelque chose qui est assez intéressant parce que on va être sur 2 entités de travail différentes, tout en gardant la notion de les épaules vont carburer aussi, quoi. Et là, le cardio va bien monter. En théorie, ça monte bien, il n'y a pas besoin de monter jusqu'à 8 minutes des fois. C'est clair. Donc voilà, il y a différentes choses que j'aime bien utiliser, coupler. Je dis pas que c'est le mieux, mais pour l'instant, c'est moi ce que j'ai trouvé de mieux dans mes recherches, tout ça. Et ça reste intéressant et ça reste quelque chose où j'ai de bons résultats. Après, il n'y a pas que ça à faire. Forcément, tu fais ça sous système de cycle. Voilà, tu peux bosser cette dominance pendant 1 mois, 3 mois. Et puis faire une grosse dominance où on va uniquement travailler sur que de la force. Donc on oublie tout le côté combat, on oublie les mouvements spécifiques, on oublie la mobilité ou quoi, on va en faire, mais par rapport au travail de force qu'on fait derrière. Donc des gros mouvements sur un deadlift, sur un bench, ce genre de choses-là, des choses classiques au final qui sont on va plus les présenter parce que ça reste des mouvements qui sont classiques mais qui sont indéniablement les meilleurs. Voilà. Écoute, t'as répondu à toutes les questions que je m'étais notées. Tant mieux. J'ai même pas eu besoin de les poser. T'as déroulé le truc parfaitement. Après, voilà, comme dit, il faut aussi s'adapter aux combattants. De toute façon, t'as pas le choix de t'adapter entre guillemets à la problématique pour certaines personnes qui viennent vers toi, que tout simplement au style d'entraînement, à l'anatomie, etc. De la personne que t'as en face de toi. Hein. Le boxeur, il va être moins souple, moins mobile que le mec qui fait du MMA. Dans la logique des choses, oui. Bien Clairement. Sûr. Parce que tu fais pas les mêmes mouvements, tu travailles pas la même chose au quotidien. Le mec qui fait du MMA, de la Muay Thai, de la boxe Thai, il aura une souplesse de hanche qui sera plus intéressante et une explosivité qui sera plus intéressante qu'un mec qui fait de la boxe, tu vois. Ouais, bien sûr. De toute façon, quand tu fais vraiment de l'anglaise, t'as vraiment que point. Que tes points. Donc du coup, t'as toute ce bas du corps qui n'est pas aussi puissant qu'un gars qui fait de la taille, ça c'est sûr. Et pourtant, il devrait être aussi puissant parce que le coup, il va partir du même endroit. Sauf qu'il ne sera pas utilisé de la même manière. Ouais, voilà. Parce qu'ils y travaillent, hein, ça c'est sûr que le bas du corps, t'es obligé, t'es tout le temps en appui dessus, t'es tout le temps justement en train de travailler tes déplacements. Donc niveau mobilité, je pense qu'on y est. Après au niveau force, maintenant je sais pas si, comme tu dis, oui, au niveau du transfert, de toute façon la force vient de là, mais après au niveau des impacts, il y en a pas au niveau du bas du corps. Donc un exemple, j'ai pas connu, mais quand on se verra, ce serait intéressant de faire ça. Faut noter les choses qu'on va faire ensemble, là, parce qu'il y a une sacrée liste, je crois. Hein. Quand je repasse un jour dans le luxe, le Luxembourg, hein, au Luxembourg. Oui, parce que le luxe en Suisse, tu y es tout le temps, hein, bien sûr. Quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu vois, là, tout de suite, en parlant, un exercice que je pense pouvoir pratiquer et voir sur la longévité, ce que ça peut donner sur un mec qui fait de la boxe taille, ils sont beaucoup en extension de hanche. En flexion de hanche, excuse-moi. Tu regardes le middle kick ou le coup de genou, le mec il pousse ses hanches vers l'avant mais à fond. Quand tu regardes clairement, je suis désolé, tu vois, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Tu vas apprendre la boxe, tu regardes Rocky. Ouais. Tu vas apprendre le karaté, tu regardes Kickboxer,
ou full contact. Tu vas apprendre la Muay Thai, Hong Bak. Ouais, moi je dis plutôt, tu veux te motiver. Apprendre. Alors, non, mais bon. apprendre. Quand je dis apprendre, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, je vais pas dire un euphémisme, mais c'est un grand terme, c'est un grand mot, tu vois. Mais, on a beau dire ce qu'on veut sur les films Rocky, machin, etc., c'est surjoué, machin. Je suis désolé, ça reste très intéressant. Les phases d'entraînement, même si tu te dis c'est aberrant, ça reste quand même assez intéressant parce que tu vois le cheminement. Et, oui, ça te donne déjà une bonne idée quand même. Voilà. Bien sûr. Après, je ne vais pas forcément demander l'avis d'un expert en boxe ou quoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont exagérées. Je dis pas, ça reste un film, hein, ça reste du divertissement, voilà. Mais ça te donne une base. Et quand tu vois les flexions de hanches, moi je vois toujours cette scène, dans Hong Bak, où t'as Tony Jaa qui arrive, il met un coup de genou surnaturel, et que tu vois ses hanches qui partent sur le genou. Le mec, il est incliné, mais alors à 45 degrés. Je me dis, il a une sacrée puissance dans les hanches de malade. Quand je vois l'extension thoracique qu'il a, le mec, quand il voit sa fameuse scène où il sort de l'appartement et il arrive, il met un coup de coude lunaire sur le casque qui se fend en deux. Le mec, il a une mobilité d'épaule, il a une ouverture thoracique qui est extrême. C'est impressionnant, tu vois. Même si ça fait des années que j'ai pas vu ce film, mais c'est des scènes que tu n'oublies pas. On est d'accord. Je pense que tu les visualises, ces scènes. Mais non, du coup, j'ai pas compris ce que c'est ça. Non, si, mais j'ai pas compris ce que tu veux faire du coup quand on se voit. Tu veux qu'on regarde le film ensemble ou tu veux tester ma puissance de hanche? C'est une bonne question. Après, on peut faire les deux, hein. Ouais, mais tester ta puissance de hanche parce que regarde, un des mouvements que je pense, moi, très simple, pour travailler cette extension de hanche, cette explosivité, cette puissance, indéniablement, on a le hip thrust, ok, mais à genoux, avec une sangle élastique ou même du swing, avec un kettlebell, si on veut revenir au kettlebell, qui est très très bien. Je veux plus le présenter, enfin voilà, c'est un mouvement qui est obligatoire, j'ai envie de dire, tout comme le get-up, mais un hip thrust, tu te mets sur un tapis, t'accroches une bonne sangle élastique bien épaisse, donc bien rigide, à un poteau où tu demandes à quelqu'un de la tenir, et toi, tu te mets à genoux devant lui, donc les pieds au sol, t'es à genoux, donc en fait, t'es dos à lui, mais à genoux, je sais pas si tu visualises, et en fait, tu lui dis de faire une extension de hanche, le mec sur ses genoux, j'ai pas dit à quatre pattes, hein, j'ai dit à genoux. Mm-hmm. Et le mec, il va sentir un étirement dans les quadriceps, et dans les fessiers, et dans le psoas, surtout dans le psoas, qui va être impressionnante. Et quand tu lui fais travailler, c'est sur un gros volume de reps, sur du 15-20 reps, de manière très explosive, parce qu'il a une bande élastique, le mec, de manière générale. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben, je vais te dire que tu sens tes quads, et tu sens tes psoas à fond. Le psoas qui est dans la hanche, le muscle de la hanche. C'est impressionnant. Ou même un autre exercice, une simple montée de genoux sur une boxe. Très simple. Un pied sur la boxe, l'autre qui est au sol, ça fait une fente avec grosse amplitude. Et tu demandes à être hyper explosif, tu montes, tu finis à genoux, comme si tu donnais un coup de genou en fait. Donc tu as la jambe gauche qui est au sol, la jambe droite qui est sur la boxe, tu montes, tu gardes toujours la jambe droite sur la boxe et tu finis en coup de genou avec la jambe gauche, mais un vrai coup de genou. Ouais, t'as un vrai tirage qui se fait du haut du corps et une vraie extension, une vraie flexion de hanche. Ben je vais dire que le psoas, tu le sens, il explose le truc. Ou avec ce qu'on appelle la landmine, je sais pas si tu vois. Non, ça me dit. La grosse barre là, qui est accrochée au sol et tu t'amuses à faire du tirage avec. Ah ok, ouais, comme la T-bar là pour. Oui voilà, mais okay. où ça et après tu peux faire des cleans, des jerks avec. Okay, qui est assez intéressant, assez explosif aussi. Et tu rajoutes un genou avec sur ton jerk. C'est violent. Hein. Ce genre de mouvement-là, tu vois, pour la Muay Thai, pour le MMA aussi, pourquoi pas. Je pense qu'ils sont très intéressants, mais plus pour la Muay Thai que le MMA, dans ma tête. Tu vois. Mm-hmm. Là, j'y pense. Et sur du long terme, je pense que ça peut être intéressant à tester, tu vois. Ouais, je pense qu'après, efficacité. Après, ouais, tu vois
tu vois, même là, tu vois, quand j'ai repris un petit peu, quand j'ai repris un peu la muscu, tu vois, je voyais aux entraînements, tu vois, les gars, ils disaient, t'es plus lourd sur tes coups, tu vois, t'es plus puissant. Et je pense que, c'est sûr, si tu commences à travailler un petit peu ce qui gravite autour, tu gagnes forcément, que ce soit en puissance, en mobilité ou autre. Si tu fais juste que ton sport de combat, tu fais que ta technique, derrière, il n'y a pas spécialement d'évolution, musculaire, force, Tout à etc., fait. quoi. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je te dis, ce serait intéressant de juste tester, voir aussi ton ressenti sur ce genre de mouvement, tu vois. On les fait ensemble. Et puis après, tu essaies de les garder sur quelques temps. Mmh. Et juste me faire un feedback plusieurs mois ou semaines après, voir s'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Au niveau de travail de hanche sur une bonne flexion de hanche bien explosive, ça peut être super sympa, je pense. Écoute, je serai ton cobaye quand t'es dans le coin. T'es bienvenu à la Cobaye, maison, en tout cas. On travaillera tes hanches. On verra Pas ça. de problème. Mm. Ok, écoute, on a fait le tour pour cet épisode-là. On va finir avec la célèbre on dit merci qui? JM Coaching. Allez, merci Jordan Mega. Et puis on se retrouvera du coup pour le prochain épisode qui sera autour de la prise de masse avec le kettlebell. Oui. Exactement, Jordan, monsieur. merci beaucoup et puis à bientôt. Mais oui, à bientôt, mon cher Seb. Et puis passe une bonne journée. Toi aussi, ciao, ciao. Ciao. Focus Podcast.